Une femme noire pense qu'elle a le droit de me juger. Sa voix racla les murs du tribunal, comme une menace venue d'un autre siècle. C'était plus qu'un ton, c'était une proclamation, celle d'un homme habitué à n'être jamais contredit. Les bancs du public frémirent d'un silence dense, suspendus entre les vitraux poussiéreux et les caméras dissimulées derrière les flashs feutrés des journalistes. En face de lui, la juge Myriam Doucouré ne bougea pas. Pas un cil, pas une respiration accélérée. Elle était là, solide, droite, irréductible. Une femme noire, pas un pion, une tempe debout dans une robe noire. Chaque ligne de son visage, chaque ride autour de ses yeux, portait le poids de générations entières. Elle ne représentait pas seulement la loi. Elle représentait ceux que la loi avait longtemps trahis. Son regard n'était pas un simple outil de justice, c'était un scalpel, précis et impitoyable, disséquant un système depuis longtemps pourri de l'intérieur. Les mots du prévenu n'étaient pas un éclat isolé. Ils résonnaient avec l'ombre d'une époque jamais vraiment enterrée. Une époque où les bancs du tribunal portaient l'empreinte du mépris racial, où les robes noires servaient d'alibi à l'oppression, où les jugements étaient écrits bien avant que les audiences commencent. Mais lui, Carl Meunier, ancien commandant décoré de la garde urbaine de Saint-Dominique, ne pouvait pas l'accepter. Ce n'était pas seulement qu'il refusait de voir une femme noire sur le siège le plus haut de la salle, c'était qu'en elle, il voyait la fin de son monde. Celui où ses ordres étaient exécutés sans question, où son uniforme suffisait à imposer silence, respect et peur. Il avait été la loi, le bourreau et le témoin, tout à la fois. L'impunité l'avait sculpté, l'avait engraissé, l'avait protégé comme une armure. Il était habitué à l'allégeance automatique, aux excuses enveloppées dans des procédures creuses, des rapports modifiés à la hâte, des caméras défaillantes, des audiences suspendues, des collègues complices par silence, des familles réduites à des condoléances bureaucratiques. Il avait vu les mères pleurer, les fils tomber, les dossiers disparaître. Il pensait que ce procès ne serait qu'un autre théâtre. Mais ce jour-là, tout vacilla. Ce jour-là, c'est son ego pourri qui explosa. Il bondit, non pas comme un homme en colère, mais comme une bête acculée. Le masque du commandant s'était fissuré. Il ne restait plus qu'un homme nu face à la vérité. Un coup de poing lancé non pas contre un visage, mais contre l'histoire, comme s'il pouvait l'écraser sous ses phalanges. Il voulait effacer le miroir que Myriam lui tendait. Il voulait réduire au silence cette voix qui, sans élever le ton, l'avait mise à nu devant toute la République. Le sang de Myriam éclaboussa le sol, pas comme celui d'une victime, mais comme une signature, l'acte d'accusation d'un système tout entier. Elle se releva, sans trembler, sans reculer, et prononça une seule phrase, tranchante comme une cloche funèbre. « Arrêtez-le maintenant, et gardez la caméra allumée. » Ce jour-là, la justice ne portait plus de bandeau sur les yeux. Elle saignait, mais elle tenait debout. Pas comme une statue fragile brandissant une balance dorée, mais comme une femme en chair et en os, debout au cœur du feu, refusant de s'effondrer. Le silence qui suivit sa déclaration était lourd, presque sacré. Même ceux qui étaient venus la voir tomber comprirent qu'ils assistaient à autre chose. Pas un échec, une naissance, une fracture dans l'impunité, une brèche dans le mur. Autour d'elle, les officiers de sécurité hésitèrent une demi-seconde avant de s'élancer. Ils se figèrent brièvement, non pas par peur de Carl, mais parce que cette scène n'était inscrite dans aucun manuel. Une juge attaquée en plein tribunal, en direct, devant des dizaines de témoins. Une femme noire qui se relevait d'un coup porté par l'histoire elle-même et qui, debout, ordonnait que justice soit faite, non pas en coulisses, mais sous les projecteurs. Et la caméra resta allumée, pas par voyeurisme, mais parce que c'était nécessaire, parce qu'il fallait que cela reste, que personne ne puisse plus dire « on ne savait pas ». La matinée avait commencé calmement à Saint-Dominique. Le soleil traversait les vitres poussiéreuses du vieux tribunal du district central. Des employés balayaient les couloirs en silence, des avocats murmuraient en consultant leurs notes, et des citoyens attendaient leur tour pour des litiges de voisinage ou des amendes de stationnement. Une routine familière, rassurante, presque banale. Mais dans la salle d'audience numéro 4, il n'y avait rien de routinier. L'atmosphère était tendue, presque électrique, comme si les murs eux-mêmes savaient que quelque chose d'inédit allait se produire.
un murmure avait parcouru les bancs. C'est le procès Meunier. Chacun savait ce nom. Chacun connaissait son histoire. Mais jusqu'ici, personne ne l'avait vu tomber. Karl Meunier, accusé d'avoir violemment agressé un adolescent noir non armé à la station-service de la rue Ferrand, s'était présenté avec la même arrogance que celle qu'il portait depuis 2 décennies. Il entra comme s'il avait encore le pouvoir, comme si les murs allaient plier pour lui, comme si le tribunal était son terrain de jeu, et la loi un outil qu'il pouvait manipuler à sa guise. Chemise blanche, impeccable, pas de cravate, pas de honte. Un sourire figé, celui des hommes qui ont trop gagné, trop facilement. Il savait que rien ne l'atteignait d'habitude. Les plaintes disparaissaient, les témoins se rétractaient, les rapports étaient classés sans suite. Le système avait toujours su se refermer comme un poing autour de la vérité. Mais cette fois, le procès était filmé. Cette fois, la juge n'était pas une simple silhouette. C'était Myriam Doucouré. Elle avait vu ce genre d'homme toute sa vie. L'air hautain, le regard qui glisse sur vous comme si vous étiez invisible, ou pire, une erreur administrative à corriger. Il n'était ni nouveau, ni exceptionnel. Il était la copie carbone d'une génération de puissants convaincus que leur voix portait plus loin que les lois elles-mêmes. Depuis ses débuts comme défenseur public, jusqu'à son entrée sur le banc, elle avait compris que l'ennemi n'était pas l'individu violent. C'était le tissu invisible de protection qui l'entourait. Ce n'étaient pas les coups portés, mais les silences complices. Ce n'étaient pas les cris, mais les classements sans suite. Ce n'étaient pas les blessures, mais les rapports falsifiés. Ce tissu-là, invisible et collant, s'enroulait autour de la vérité comme une seconde peau. Et aujourd'hui, ce tissu commençait à se déchirer. Lentement, mais sûrement. Et chaque fil arraché était une victoire que personne ne viendrait fêter, mais qu'elle porterait comme un étendard. Elle l'avait vu dans les couloirs de police, dans les palais de justice, dans les salles d'attente et les réunions de crise. Elle l'avait vu refuser des excuses, rire pendant les plaidoiries, bâiller pendant le témoignage d'une mère brisée. Elle avait appris à ne plus être surprise, mais elle n'avait jamais appris à l'accepter. Chaque dossier refermé trop vite, chaque victime abandonnée, chaque fonctionnaire qui détournait le regard, tout cela l'avait forgée, ligne après ligne, jusqu'à devenir une muraille. Non pas de froideur, mais de clarté. Et aujourd'hui, cette muraille se dressait contre Meunier. Meunier s'était assis comme s'il assistait à une pièce de théâtre dont il connaissait la fin. Pas de tension dans les épaules, pas de nervosité dans le regard, comme s'il avait déjà lu le script et qu'il attendait simplement l'ovation finale. À chaque témoignage, chaque preuve, la vidéo du coup, les cris étouffés, les photos des ecchymoses. Il souriait. Pas d'un sourire sincère. Un rictus, une provocation. Il ne regardait pas les victimes. Il regardait les journalistes, les membres du jury, comme s'il les mettait au défi. Vous croyez que vous allez faire tomber un homme comme moi? Mais Myriam ne jouait pas son jeu. Elle dirigeait la salle comme un capitaine de navire dans la tempête, droite, concentrée, les mains posées l'une sur l'autre, mais chaque mot prononcé comme un coup de gouvernail. Elle savait exactement où elle allait, même si la mer hurlait autour. Lorsqu'il rit pendant le témoignage d'un jeune homme en pleurs, elle frappa le marteau. Un bruit sec qui claqua comme une gifle. Silence, ou vous serez expulsé. Toute la salle se figea. Mais Meunier n'était pas du genre à se soumettre. Il répondit avec un sourire et un « Désolé, Madame la juge » qui suintait de mépris. Comme s'il la parodiait, comme si elle n'était qu'un obstacle temporaire, un passage obligé avant le verdict qu'il croyait déjà écrit. Elle ne répondit pas. Elle le regarda, immobile, sans colère ni dédain. Elle le laissa s'enterrer lui-même, mot après mot. Parce qu'elle savait que l'arrogance, laissée à nu sous la lumière, devient sa propre condamnation. Elle savait aussi que la justice ne se jouait pas seulement dans cette salle, elle se jouait dans les couloirs. Dans les recoins sombres où s'échangent les regards entendus, les silences coupables, les messages qui n'apparaissent jamais dans les dossiers officiels. En coulisses, des choses étranges commençaient à se produire. L'assistante de Myriam, Camille, reçut un message anonyme. Elle va trop loin. Court, sans signature, mais glaçant. Camille le montra à Myriam, sans un mot. Elle haussa les épaules, mais à l'intérieur, elle comprit. Le système se défendait.
Il ne le faisait pas avec fracas, mais avec des murmures, des absences qui signifient tout. Le chef de la sécurité murmura à voix basse. On ne protège pas quelqu'un qui veut tout faire exploser. Il n'y avait pas de menace dans sa voix, juste une résignation, une fatigue, comme s'il savait que ce combat-là était trop ancien, trop enraciné pour être gagné. Même Lada, le procureur adjoint Pierre Lemoine, ancien collègue de Myriam, se faisait de plus en plus distant. Elle l'avait soutenu des années plus tôt, quand il était encore un jeune assistant au regard brillant. Mais ces derniers jours, il repoussait les réunions, ne répondait plus aux emails, se dérobait à chaque échange. Lorsque Myriam le confronta, il baissa les yeux. Ce geste, plus que ces mots, fut une trahison. C'est plus sensible que tu ne le crois. Ces mots, elle les avait déjà entendus, dans d'autres contextes, d'autres époques. Il voulait dire « Reste tranquille, ferme les yeux, ne fais pas de vagues ». Mais Myriam ne savait pas faire ça. Elle ne savait pas détourner le regard, feindre l'ignorance ou baisser la tête pour protéger sa carrière. Elle n'avait jamais appris à faire semblant. Chaque décision qu'elle prenait, chaque mot qu'elle prononçait dans cette salle, venait d'un endroit plus profond que les lois ou les manuels, d'une mémoire vivante, d'un instinct forgé par les silences qu'on lui avait imposés depuis l'enfance. Surtout pas quand, en fouillant les archives, Camille tomba sur une plainte de 2003. Ce n'était pas un rapport classé comme les autres. Il était usé, jauni par le temps, presque effacé par l'indifférence. Il avait été enterré sous des piles d'affaires closes, comme s'il gênait, comme s'il ne méritait même pas d'exister. Un homme noir, arrêté sans mandat, aucun délit noté, aucune plainte formelle, juste un commentaire noté dans une marge, a refusé de coopérer, attitude hostile. Passé 48 heures au commissariat pour avoir mal répondu. Aucun avocat, aucun appel, rien qu'un silence administratif long de 2 jours. L'homme s'appelait Ibrahim Doucouré, son père. Ce nom, elle l'avait lu plusieurs fois sans le reconnaître. Le choc fut physique, immédiat, comme une lame retournée dans la poitrine. Elle relut le dossier, encore et encore, espérant y voir une erreur, un autre prénom, une autre date. Mais non. C'était lui, son père. L'homme qui avait toujours marché la tête haute, qui ne criait jamais, qui parlait doucement mais fermement. L'homme qui refusait de parler de certaines années, certains souvenirs. Elle se revoyait, petite, assise sur le canapé usé du salon, voyant son père rentrer un soir avec l'œil gonflé, silencieux. Il s'était contenté de lui ébouriffer les cheveux, de s'asseoir près d'elle et de dire, presque à voix basse, « Certains jours, on t'arrête juste parce que tu es là au mauvais moment. » Elle n'avait pas compris à l'époque. Elle avait imaginé une dispute au travail, une mauvaise rencontre dans la rue. Il n'avait pas voulu l'inquiéter. Il n'avait pas voulu qu'elle grandisse avec la rage dans le cœur. Et maintenant, elle comprenait. Non seulement ce qu'il a vécu, mais pourquoi il avait choisi le silence. Le monde n'aurait pas écouté à l'époque. Il aurait minimisé, excusé, nié, comme toujours. L'agent en charge de l'arrestation, Karl Meunier. C'est à ce moment que tout bascula. Ce n'était plus un procès pour une agression. C'était un jugement d'un système vieux de 20 ans. Les murs du tribunal tremblaient à peine perceptiblement, comme si le passé avait décidé de remonter, couche après couche, dans chaque mot, chaque preuve, chaque silence. Et Myriam se retrouva à devoir défendre plus qu'un jeune homme frappé dans une station-service. Elle défendait son père, sa fille et toutes les victimes silencieuses. Ce n'était plus un dossier pénal, c'était un acte de mémoire, une révolte retenue trop longtemps. Une tentative de restaurer une vérité que l'histoire officielle avait niée encore et encore. Elle ne plaidait plus pour un seul visage tuméfié, mais pour tous ceux dont le sang n'avait jamais laissé de traces sur les bancs du tribunal. Elle sentait ce poids dans chacun de ses pas, dans la manière dont les gens la regardaient dans la rue, plus longuement qu'avant. Elle entendait dans les couloirs du palais une tension sourde, comme un courant invisible prêt à se rompre. Ses collègues ne l'invitaient plus à déjeuner. Certains évitaient son regard. D'autres lui souriaient d'un air figé, comme à quelqu'un qui serait bientôt emporté par une tempête qu'il préférait ne pas voir arriver. Elle savait que tout le monde ne la soutiendrait pas, mais elle ne s'attendait pas à ce que la peur prenne une forme aussi concrète, aussi brutale. Mais les murs se refermaient.
Et cette fois, ce n'était plus métaphorique. Sa voiture fut sabotée dans le parking du tribunal. 2 pneus tailladés, nets, précis. Pas un accident. Pas un acte de hasard. En se baissant pour inspecter les dégâts, elle vit quelque chose d'anormal. Un dispositif étrange collé sous le châssis, comme un traceur, ou pire. Elle recula lentement, la gorge nouée. Elle appela immédiatement Camille, qui prévint la sécurité. L'enquête serait ouverte, soit, bien sûr. Mais elle connaissait déjà la fin de cette histoire-là. Rien ne serait trouvé, rien d'utile, rien d'incriminant. Puis, ce fut le message sur son téléphone. Pas une alerte officielle. Un numéro inconnu. Un seul texte. Une gifle ne suffit pas. Regarde derrière toi. Les mots s'affichèrent en lettres froides, inertes. Mais son cœur se mit à battre plus fort, plus vite, comme si chaque caractère était une note d'alarme. Et puis, pire encore. Une photo de sa fille Anaëlle, prise à la sortie du collège. Elle la reconnut immédiatement. Son sac jaune, son manteau bleu marine, ses boucles attachées en queue de cheval. La photo était nette, trop nette. Elle n'avait pas été prise de loin. Elle avait été prise avec intention, avec proximité. Aucun mot, juste une phrase en italique, belle comme sa mère. Myriam ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta assise près du lit de sa fille, la regardant dormir, ses petits poings refermés sur le drap, son souffle paisible, trahissant l'ignorance du danger. Le parquet grinçait sous ses pieds à chaque mouvement, mais elle n'osait pas quitter la pièce. Chaque bruit de la nuit devenait suspect. Chaque lumière extérieure, une menace possible. Elle pensait à abandonner, pas par faiblesse, par amour, parce que le courage n'est pas toujours de continuer. Parfois, c'est de renoncer à la guerre pour protéger ceux qu'on aime. Elle se revoyait, adolescente, rêvant de justice, comme on rêve d'un monde où personne ne souffre seul. Mais maintenant qu'elle y était, au cœur du combat, elle se demandait si ce rêve n'était pas trop coûteux. Au matin, le silence s'était alourdi. Elle n'avait pas fermé l'œil. Le soleil perçait doucement les rideaux, dessinant des traits d'or sur les murs. Anaëlle se leva, encore ensommeillée, traînant ses chaussons dans le couloir. Elle fit griller du pain, sortit du jus d'orange, comme tous les matins. Puis elle s'assit, observa le visage de sa mère, ses traits tirés, ses cernes, ses lèvres trop serrées, et elle demanda, d'une voix douce mais droite, « Maman, si tu vois quelque chose de mal et que personne ne dit rien, est-ce que tu dois parler ?» Elle ne savait rien du dossier, ni des menaces, mais elle savait que quelque chose bouillonnait derrière les yeux fatigués de sa mère. Et là, tout s'éclaira. La réponse ne venait pas du droit. Elle venait de l'innocence, de la clarté naturelle de ceux qui n'ont pas encore appris à courber l'échine. Elle dit à Camille, « On ne se tait pas, on va tout montrer. » Et Camille, sans attendre, sans une question, sans un doute, sortit les copies de vidéos, les emails du procureur, les preuves de falsification de rapports. Elle avait tout gardé, pas par paranoïa, mais par instinct. Comme si elle avait su, dès le début, que le jour viendrait où la vérité aurait besoin de preuves concrètes, tangibles, irréfutables. Elle les envoya à 3 journaux indépendants, pas les grands groupes, pas les chaînes télé nationales tenues en laisse, mais des médias encore libres, encore assez petits pour être honnêtes. 3 jours plus tard, la vidéo de l'agression, celle que le tribunal avait prétendu perdue, fut publiée. Brutale, claire, sans montage. Le coup porté, le cri de la victime, l'indifférence de Meunier, l'arrivée tardive des secours, tout était là. Et le pays se figea. Le procès changea. Il ne s'agissait plus seulement de Meunier. Il était devenu le point d'entrée d'une vérité plus vaste, plus sale, plus ancienne. Une vérité que tout le monde connaissait, mais que personne n'avait osé nommer. Des témoins oubliés vinrent à la barre. Pas des militants, pas des figures publiques. Des gens simples, effacés depuis des années dans les marges du système. Un vieil homme dont le genou avait été cassé pour avoir traversé trop lentement. Il marcha lentement jusqu'au pupitre, avec une canne, et raconta, sans haine, comment on l'avait traité comme une nuisance. Une femme traumatisée, laissée menotter dans une voiture pendant des heures, en plein été, sans eau, sans explication. Elle tremblait encore en parlant, sa voix chevrotante. Mais elle était venue. Un jeune professeur expulsé de force de sa propre voiture, à 2 rues de son lycée, pour avoir conduit nerveusement. Il montra les photos, les bleus, les courriels de plainte jamais lus. Chaque voix ajoutait une brique à l'édifice de vérité. Chaque récit
formaient une fresque du mépris institutionnel. Ce n'était plus un procès, c'était une libération. Le public afflua. Les bancs étaient pleins chaque matin. Des files se formaient devant le tribunal bien avant l'ouverture. Des mères avec leurs enfants, des étudiants, des retraités, des avocats en civil, des anonymes. Tout venu voir quelque chose que l'on pensait impossible, la responsabilité en face de l'uniforme. Des hashtags naquirent. Justice pour tous, juge Doucouré, plus jamais silence. Les réseaux sociaux bouillonnaient. Des extraits de témoignages circulaient en boucle. Des artistes peignaient le visage de Myriam sur des murs de briques, dans des gares, sur des pancartes. Le visage d'une juge devenait symbole d'un sursaut national. Les politiques tremblaient. Le gouverneur convoqua une réunion d'urgence. Il annula ses apparitions publiques, refusa les questions des journalistes. Des photos de Meunier furent supprimées de sites officiels, effacées comme on tente de gommer un embarras devenu trop visible. Le procureur Lemoine fut convoqué par la commission d'éthique. Les caméras affluaient devant le bâtiment, et cette fois, il n'avait plus son regard tranquille, ni ses formules toutes faites. Myriam, elle, resta droite. Elle n'accorda pas d'interview, ne répondit pas aux sollicitations, aucun plateau télé, aucun éditorial, juste des audiences, des témoignages et une foi froide dans le processus. Et un jour, elle revint sur le banc. Non pas en tant que victime, mais comme juge, droite dans sa robe noire, le dos tendu comme un fil d'acier, les yeux clairs et fermes. Elle était prête à entendre le dossier de son propre père. L'affaire Ibrahim Doucouré, 2003. Arrestation arbitraire. Blessures ignorées. Aucun recours. Classé sans suite. Silence institutionnel. Dossier fermé à l'encre froide. Elle entra dans la salle d'audience sans escorte, sans cérémonie. Elle traversa l'allée centrale comme si elle portait sur ses épaules le poids de chaque dossier oublié, chaque plainte enterrée, chaque nom effacé par commodité. Les bancs étaient pleins. Ce jour-là, ils avaient dû refuser du monde à l'entrée. Des anonymes, des figures publiques, des élèves d'école de droit, des femmes venues avec des photos de frères, de fils, de maris. Le silence dans la salle n'était pas celui de l'attente. C'était un silence qui retenait sa respiration. L'atmosphère était dense, presque sacrée. Et sur l'écran derrière elle, une date apparut. 12 mars 2003. Meunier, jeune recrue à l'époque, avait co-signé le rapport. Un rapport vide, laconique, froid. Écrit comme une procédure normale. Aucune mention de coup, aucun constat médical, aucun appel passé. L'homme n'avait même pas eu droit à une ligne de défense. Et ce jour-là, cet homme était assis au premier rang, plus vieux, fatigué. Mais là, Ibrahim Doucouré, le regard droit, sans colère. Il regardait sa fille, non comme une héroïne, mais comme une continuité. Une promesse qu'il n'avait jamais formulée à voix haute, mais qu'elle avait entendue toute sa vie. Myriam posa un seul document sur le pupitre, le refus d'indemnisation de son père. Une feuille froissée, bordée de tampons rouges, datée de 2004. Elle la posa avec soin, presque cérémonieusement, puis elle leva les yeux vers la salle. Elle respira profondément. Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour pleurer. Je suis ici pour dire ce que le système a refusé d'entendre pendant 20 ans. Sa voix était calme, posée, mais chaque mot frappait comme un marteau. Les caméras tournaient. Le monde écoutait. Dans les maisons, les bureaux, les écoles, on écoutait. Et pour la première fois, une salle pleine de citoyens vit ce que justice signifie vraiment. Pas l'absence de douleur, mais la persévérance malgré elle. Pas l'équilibre parfait, mais le refus de se taire. Elle ne cherchait ni revanche ni gloire, juste un espace où la vérité n'a plus besoin de permission pour exister. Un espace où même ceux que le système a broyés peuvent retrouver un nom, une dignité, une place. Et dans le silence qui suivit, chacun comprit. Elle avait reçu un coup, mais elle n'était pas tombée, parce que certains coups n'éteignent pas la justice. Ils la réveillent. Puis, quelque chose se passa. Dans la salle, un homme se leva brusquement. Un ancien collègue de Meunier. Un capitaine à la retraite. Il tremblait. J'ai menti dans 2 rapports. J'étais jeune. On m'a dit de le faire. J'ai eu peur. Sa voix se brisa. D'autres se levèrent. Un ancien agent, une greffière, une mère d'un jeune homme mort en détention. Et ce fut une cascade, un soulèvement silencieux de vérités étouffées. Des gens qui jusqu'ici n'avaient jamais osé, parce qu'il faut un feu pour réveiller une forêt. Et Myriam en avait allumé un. Mais ce feu n'allait pas sans conséquence.
Le soir même, alors qu'elle quittait le tribunal, un véhicule noir tenta de la percuter sur le boulevard. Elle fut projetée au sol, ses lunettes brisées, son épaule fracturée. Mais le lendemain, contre l'avis des médecins, elle retourna au tribunal, bras en écharpe, front encore bleu. Elle s'assit sur le banc et dit simplement